Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission En Tchèpeïa. Le rendez-vous tant attendu. Elle est à mes côtés, Madame Marie-Michel Darcière. Vous allez bien? Très bien, Régine, merci. Aujourd'hui, dans cette belle commune des Anses d'Arlay, nous allons mettre en lumière un sujet. Il est tellement beau, téléspectateurs. Même le titre en dit long et résume tout. L'or de la résistance. Nos bijoux martiniquais, téléspectateurs. Quand on vous a dit ça, on a déjà fait l'émission. Moi, je quitte le plateau. On est parti. Si vous ne saviez pas que notre or, tout simplement, de la résistance émane juste et unique de nos bijoux martiniquais, mais non, c'est pas possible. Madame Darcière. Oui. Les bijoux martiniquais partent d'une trace, d'un patrimoine unique, celui tout simplement de nos bijoux. Nés des ateliers d'orfèvres martiniquais au XVIIe siècle, ils ont traversé les générations, les océans pour devenir tout simplement des symboles d'identité, de résistance et pas que de mémoire. Des colliers choux aux boucles d'oreilles dites esclaves, jusqu'aux chaînes dorées et créoles portées dans les clips tout simplement de rap, leur histoire est aussi celle de notre peuple. Madame Darcière, passionnée, vous le savez, mais passeuse aussi de mémoire. Et vous savez, une exclusivité ce soir dans votre émission En Tchèpeïa. Madame Darcière est descendante de la lignée des orfèvres cadets. Effectivement, le premier orfèvre bijoutier, homme de couleur libre, que l'on répertorie à la Martinique en 1750, il s'agit de Laurent Cadet. Laurent Cadet qui à l'époque a 25 ans, donc il est né en 1725. Et il a eu une épouse qu'on appelait Marthe Rose. Il est né aux Anses d'Arlay, il a eu un fils que l'on appelait Jean-Baptiste Cadet, qui lui est effectivement né aux Anses d'Arlay également. Ensuite, ils ont traversé la baie, ils sont arrivés à Fort-de-France et Jean-Baptiste Cadet a monté son atelier à la rue Blénac et il a eu deux garçons, Clémencin Cadet et Louis Cadet, qui, eux, ont eu une fille que l'on appelait Edmé Cadet. Edmé Cadet qui a épousé l'orfèvre le plus talentueux de l'atelier de son père. Ils étaient installés à la rue Antoine-Sigère et qui s'appelait rue Saint-Louis à l'époque, qui s'appelait donc Théodore Daniel, d'où la bijouterie Cadet Daniel qui a été fondée en 1840. Edmé Cadet a eu 4 enfants, dont 3 filles. Un fils qui a été pharmacien, qui s'est installé en France, dans la banlieue sud parisienne, et 3 filles, Irma, Renée et Germaine, qui étaient toutes les 3 bijoutières à la bijouterie Cadet Daniel. Effectivement, Renée Daniel et ma grand-mère. C'est ça. Ah, voilà, elle l'a dit. Renée Daniel, qui était donc votre grand-mère. Tout à fait. Madame Darcière, quels étaient les premiers bijoux typiquement créoles, martiniquais tout simplement, et que disait-il déjà de la société à l'époque? Alors, ce qu'il y a de très intéressant à savoir, c'est que les bijoux, comme tu l'as dit en titre, c'est une forme de résistance en fait. Parce que lorsque les premiers hommes de couleur libre sont devenus suffisamment riches et puissants pour être très bien habillés, avoir de très belles tenues, avoir porté de l'or, etc., qui au début venaient d'Europe, il y a eu ce qu'on appelait des lois somptuaires pour pouvoir les obliger à ne plus, les femmes, porter de chapeaux à plumes, etc., capelines, et les hommes à porter des hauts de forme, par exemple, et même à s'habiller sans soie et sans dentelle, et évidemment à ne pas porter de bijoux, ben, ces femmes-là ont résisté. Elles ont résisté et les premiers bijoutiers, les premiers orfèvres bijoutiers ont fabriqué d'eux-mêmes, puisqu'ils ne pouvaient pas acheter de bijoux qui venaient d'Europe. Donc ils ont fabriqué eux-mêmes les premiers bijoux créoles qui ont été le collier chou, qui a été inventé vraiment par Jean-Baptiste Cadet, le collier forçat, le collier grain d'or, parce qu'elle ne pouvait pas porter de perles, et puis les anneaux, comme on connaît, les nids de guêpe, les anneaux chenilles, les colliers chenilles aussi, les chaînes torsadées, et puis les broches et les boucles d'oreilles dahlia, les nids de guêpe et les tétés négresses, etc. Et comme elles ne pouvaient pas porter de chapeau, donc on leur obligeait à attacher leur tête. Donc elles attachaient leur tête en madras. Le madras est devenu symbolique de notre culture et de notre patrimoine. Et qu'est-ce qu'elles faisaient?
eh bien, elles piquaient dans le madras leurs bijoux. Donc les femmes ont été vraiment des résistantes et l'orfèvrerie créole martiniquaise, inventée par les pionniers, les cadets, puisque c'est toute une dynastie de cadets, ça a été véritablement des outils de résistance pour leur permettre de briller malgré le fait qu'elles n'avaient pas le droit de le mettre. Alors évidemment, les Blancs créoles ont baissé les bras parce qu'elles étaient tellement magnifiques avec leurs bijoux. Et puis les hommes ont commencé à avoir des cannes avec même des pommeaux d'or, des pommeaux d'argent fabriqués et des colliers aussi à mettre dans les montres à gousset. Et tout ça était fabriqué par nos orfèvres bijoutiers. Comment la lignée cadet a-t-elle marqué tout simplement de son empreinte l'orfèvrerie martiniquaise? Parce que ce sont les premiers modèles. C'est-à-dire que très souvent, on vous présente les bijoux martiniquais, on vous les présente en disant voilà le grain d'or, voilà le tété négresse, voilà. Mais ce n'est pas du folklore en fait. Ça vient de quelque chose. Ça vient de personnes qui ont travaillé, de personnes qui ont lutté pour gagner un statut social, des libres de couleur, et qui ont aussi été complices pour pouvoir combattre ces lois somptuaires-là. Et ces personnes-là, les premiers, ont été effectivement les cadets. Et il y avait deux orfèvres bijoutiers après dans le temps avec Jean-Baptiste Cadet, qui était à Fort-de-France. C'était un compère et un cadet. Et ensuite, à Saint-Pierre, on a constaté qu'il y avait 5 ou 6 orfèvres bijoutiers, mais tous se sont inspirés de l'orfèvrerie qu'avaient inventé les cadets avec dans leur atelier, évidemment, des apprentis qui ont travaillé avec eux, bien entendu. Et je rebondis sur ces fameux noms, parce que quand vous dites tété négresse, nid d'abeille, voilà, ça nous parle en fait, tout cela. Eh ben et oui. c'est à nous en fait, justement. Oui, parce qu'ils se sont inspirés véritablement d'une mode qui était une mode naturaliste, comme on disait. De la même façon qu'en France, par exemple, il y a eu des boucles d'oreilles avec des grappes de raisin. Nous, on a fait aussi des boucles d'oreilles, mais avec des grappes de raisin d'or, vous voyez, parce qu'on ne mettait pas encore de pierre, etc. Le collier Forçat, ça a été une commande, la première commande qui a été par un planteur blanc qui avait une favorite, et ça a été le collier des favorites, parce qu'en fait, sans les libérer de l'esclavage, on a créé le collier Forçat, qui était en fait une chaîne pour leur montrer que la chaîne était en or, mais cette chaîne existait quand même, malgré le fait qu'elle demeure dans la maison, attachée au maître et non pas libérée. En quoi justement porter ces bijoux pouvait être une affirmation de dignité pour les femmes, entre autres aussi, de l'époque, sous l'esclavage, Madame Darcier? C'était véritablement, on dirait presque des banques en or qui se promenaient. Voyez, comme elles n'avaient pas le droit d'ouvrir des comptes en banque, etc., donc elles thésaurisaient comme ça. Elles portaient de l'or et elles prévoyaient les coups durs. Si jamais il y avait un problème, elles avaient encore la possibilité de revendre leur or. Les femmes étaient déjà très féministes, en fait. Elles savaient très bien qu'il fallait qu'elles s'en sortent toutes seules. Donc, elles achetaient au fur et à mesure, et c'était souvent des milieux très populaires, c'est-à-dire des marchandes, des porteuses, des dames créoles, qui d'ailleurs faisaient un peu partie de la famille des planteurs et qui leur offraient aussi des bijoux en or. Et donc, c'était une façon pour elles d'afficher, de briller, même si elles ne pouvaient pas briller socialement, mais elles brillaient par leur tenue. C'est là que l'Afcadio Hearn, qui est arrivé à la Martinique vers 1880, l'Afcadio Hearn a dit une fois, qui était un journaliste qui avait été envoyé par les États-Unis, il a dit en arrivant à la Martinique qu'il était surpris de voir les tenues des femmes, la beauté des femmes, qui ressemblaient à des reines de sabbat, parce qu'elles affichaient l'or complètement sur elles, montraient que, qu'on le veuille ou non, elles avaient leur manière d'afficher une certaine réussite sociale. Est-ce que c'est aussi, on va dire, sur la diffusion de ces bijoux, est-ce qu'on peut dire que ces bijoux ont voyagé avec les femmes, les familles, et qui sont devenus une sorte de signature, en fait? Tout à fait. Alors, quelque chose dont les Martiniquais peuvent vraiment s'enorgueillir complètement, c'est que ces bijoux-là sont vraiment nés à la Martinique. C'est incontestable. Et ensuite, ils ont voyagé à travers toute la Caraïbe par le biais non seulement du cabotage, mais des bateaux qui venaient à la Martinique et qui repartaient dans la Caraïbe.
notamment dans les îles anglaises. Donc, qui allait à Sainte-Lucie, et jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux Amériques, si bien que les lois n'étaient pas les mêmes. Si on regarde un peu des photos anciennes de Barbade, de Grenade, d'Antigua, de la Jamaïque, on verra bien qu'il n'y a pas ces bijoux-là. Et si jamais il y en a quand même, vous saurez que c'est des bijoux qui viennent de la Martinique, et notamment Haïti. Haïti, lorsqu'il y a eu cette espèce de noblesse haïtienne avec le roi Christophe et toute la noblesse, là, les gens de couleur libre et ceux qui faisaient partie de cette noblesse créée notamment par la Révolution haïtienne, eh bien, ils achetaient des bijoux faits à la Martinique et donc mes ancêtres voyageaient également. Ils allaient à Haïti, ils allaient vendre leurs bijoux. D'ailleurs, Laurent Cadet était un marchand ambulant, bijoutier et orfèvre. Ils ont tous été marchands ambulants, bijoutiers et orfèvres, sauf les dernières générations, Louis Cadet qui a monté sa boutique avec sa femme et qui a eu sa fille Edmé. Donc la boutique a été montée en 1840, la plus ancienne bijouterie de la Martinique. C'est bizarre parce qu'on parle d'or, on parle de bijoux martiniquais et en même temps, on parle de culture hip-hop et urbaine, actuelle en plus. Alors, c'est un mélange en fait, parce que si on fait très attention, on sait très bien que tous ces bijoux-là sont portés en culture urbaine par des descendants des îles de la Caraïbe, de la Jamaïque. Dans les années 70 à peu près, aux États-Unis, il y a eu toute une mode du reggae. Évidemment, ils sont arrivés aussi avec leur musique. Il y a eu évidemment Trinidad, etc. Tous ces gens-là sont allés aux États-Unis et aussi en Angleterre et ils ont apporté avec eux les bijoux des grands-mères en fait. Les bijoux des grands-mères, exactement comme nous, on a dans nos ancêtres des gens qui sont allés s'installer à Paris, par exemple, ou à Bordeaux. Ben, eux, ils ont eu des ancêtres qui sont allés s'installer en Angleterre ou aux États-Unis et qui ont amené dans leur bagage, si jamais, comme on dit en créole, ni en courivini, d'accord? Donc, ils ont amené avec eux leurs bijoux et ça s'est complètement inscrit dans la mémoire de leurs petits-enfants et qui, eux, ayant grandi dans des ghettos, entre guillemets, ont voulu, grâce à leur culture urbaine, ont voulu afficher leur manière de briller à travers des bijoux. Donc, ils ont commencé par mettre tout cet or sur eux. Ensuite, il y a eu une création de bijoux hip-hop avec de plus en plus, lorsqu'ils sont devenus de plus en plus riches, de plus en plus de pierres précieuses comme des diamants. Et c'est surtout les hommes qui ont mis ça. Et maintenant, dans la culture rap, chata, etc., il y a aussi des femmes qui le font. Mais ce sont des Caribéens, au départ, qui ont véhiculé ces bijoux qui venaient de leurs grands-parents, qui, eux, faisaient partie de la diaspora. On peut parler de revendications culturelles à ce moment-là Eh bien, le bijou va rester créole, va rester martiniquais, qui a été retravaillé par la culture urbaine, tout en maintenant encore, par exemple, la torsade, par exemple, le forçat, et ils ont rajouté le grain de café, etc. On peut dire qu'il reste un bijou de revendication, de résistance et une manière de briller autrement et de s'afficher. C'est ce qu'on appelle un peu la culture des apparences, en fait. D'accord? C'était déjà quelque chose de très inscrit à Saint-Pierre, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas longtemps porté juste des bijoux parce qu'on sait que, voilà, mais sans savoir la genèse de ces bijoux et qu'est-ce qu'ils transmettaient, qu'est-ce qu'ils racontaient comme histoire? Eh bien, c'est un petit peu le rôle de mon association Mémoire Habitée. Je suis persuadée que nous avons des gestes, nous avons des réflexes qui sont inscrits dans notre mémoire, en fait, et que l'on retransmet comme ça, sans forcément avoir d'explication. Donc, mon rôle aujourd'hui est de donner un peu d'explication, de détricoter un peu cette mémoire et de leur dire, oui, voilà, nous avons cette richesse, nous avons ça. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la Martinique a été véritablement pionnière dans ce domaine-là, un domaine de luxe, un domaine magnifique, et qu'elle a traversé les océans et elle se porte aujourd'hui fièrement par une autre culture, une culture urbaine. Quand on parle, par exemple, de Jazzy, eh ben lui, ça a commencé, il a aujourd'hui 60 ans. Bon, voilà, quoi. Ils ont 60 ans, les gars des hip-hop, par exemple. Mais ils se sont habillés d'or, de pierres précieuses, etc., exactement comme leurs grands-parents faisaient.
Et les grands-parents des îles anglaises, beaucoup, il y a aussi eu des Martiniquais qui sont allés aux États-Unis aussi. Et finalement, c'est inscrit dans leur mémoire. Et c'est aussi une manière de vouloir se rapprocher un peu de l'Afrique, des rois africains qui ont beaucoup de colliers d'or, etc. Donc c'est un mélange, une espèce de mémoire qui est gardée, qui est ancrée dans cette culture d'afro-descendants. Mais Madame Darcier, si on regarde bien aujourd'hui, on regarde autour de nous, il reste très, très peu de bijouterie déjà. Oui. Est-ce que cet or, justement, n'est pas en voie de disparition? Est-ce que nos bijoux ne sont pas en train de se perdre, en fait? Alors l'or, on ne peut pas dire que l'or soit en voie de disparition, mais nos bijoux, si. Parce que les femmes aujourd'hui, par des questions d'insécurité, ne portent pas d'or. Bon, alors, je peux vous dire, je rassure tout le monde, je n'ai pas de trésor chez moi, pas du tout. Je ne porte pas d'or. Et d'ailleurs, contrairement à ce que vous pourrait penser, je n'aime pas tellement les bijoux, quoi. C'est vraiment, je m'en passe largement. Je préfère les livres. Si vous voulez, les femmes aujourd'hui, elles ont peur de mettre des bijoux parce que la force des hommes capables d'arracher, de voler, etc., a supplanté tout ça. Malheureusement, beaucoup de nos bijoux ont été fondus. Donc effectivement, nos bijoux traditionnels sont en voie de disparition. Et c'est bien triste, hein? Donc je pense même qu'aujourd'hui, il faudrait les garder dans des banques, etc., pour ceux qui en ont encore, parce que c'est dommage de perdre ce fleuron de notre patrimoine que sont les bijoux martiniquais. Surtout quand on parle de l'or de la résistance. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, ces bijoutiers précieux qui chouchoutaient et qui justement donnaient une longévité à ces bijoux martiniquais, alors ils sont eux très 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 rares, voire pratiquement n'existent plus. Et aujourd'hui, on a laissé la place à d'autres bijoux, Madame Darcier. Oui, alors heureusement que finalement il y a une espèce de continuité dans notre patrimoine et dans notre imaginaire et dans la créativité, puisqu'on a créé des bijoux en forme de yole, on a créé des bijoux grains de café, on a créé des bijoux hibiscus, colibri, vous voyez, on a quand même, les nouveaux bijoutiers ont quand même eu ce réflexe, exactement comme leurs ancêtres d'ailleurs, de prendre leur imagination et leur créativité sur la nature, puisqu'ils ont beaucoup créé de choses qu'ils voyaient dans la nature en fait. Ce qu'il y a de dommage, c'est que les quelques bijouteries qui restent, je suis rentrée dans une bijouterie, j'ose le dire, je ne vais pas la nommer, qui se trouve dans un centre commercial où j'ai demandé s'il y avait un collier chou. La vendeuse qui avait 25 ans, c'est un commercial très connu, la vendeuse qui avait 25 ans m'a demandé ce que c'était qu'un collier chou, quoi. Voilà. C'est-à-dire que nos bijoutiers aujourd'hui ne font pas cette transmission. Voilà. S'ils ne sont pas des bijoutiers martiniquais, par exemple, ne prennent pas la peine d'expliquer quels étaient nos bijoux martiniquais et surtout ne se rendent pas compte de la valeur patrimoniale que peuvent représenter nos bijoux martiniquais. Et ne se rendent peut-être même pas compte de la richesse que nous avons dans ce pays où nous avons effectivement créé les premières, où nous avons eu les meilleures pensées afro-descendantes avec ces airs glissants. Je vais toujours le répéter. René Marant, par exemple, Fanon. Mais il y a eu aussi des gens qui ont créé, et notamment des bijoutiers, des orfèvres, et qui ont, avec leur art, irrigué toute la Caraïbe, quoi. De la Martinique à la Louisiane, en passant par Haïti. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai avec moi la descendante directe, donc peut-être qu'elle va nous donner un scoop ou nous être tout en confidence avec nous. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette dynastie, tout simplement La bijouterie a fermé. Mais oui, il y a quelques années, heureusement, parce que quand on voit les attaques de bijouterie aujourd'hui, on est quand même triste. Mais il n'y a pas que cette bijouterie. Presque toutes les bijouteries à Fort-de-France sont fermées. C'est quand même triste. J'ai beaucoup voulu créer un musée du bijou créole. Donc, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui me disent. Voilà, qui raconterait cette histoire avec nos bijoux créoles qui seraient figés comme ça. Aujourd'hui, avec la 3D, on peut faire des bijoux, même qui soient en plaqué or ou dans une autre matière quelconque, mais ne serait-ce que pour les présenter, parce que ça fait vraiment partie de notre patrimoine, et ce serait dommage de tourner cette page. La famille Cadet en elle-même, Madame Daniel? Alors, Cadet Daniel, oui. tu dis, elles se sont trois filles, elles se sont mariées,
Donc, il y a eu Madame Darcière, Madame Magalon, Madame Célestin. Elles se sont mariées. Elles sont toutes les trois éteintes. Elles sont mortes. Et puis, il y a eu aussi Monsieur Louis Daniel, qui était pharmacien, du côté de Bourg-la-Reine, qui a épousé une pharmacienne. Et la famille Daniel s'est développée du côté de Sceaux, Bourg-la-Reine, en France, en fait. Pas de relève. Non, pas de relève, malheureusement. Mais vous êtes là, vous allez faire la relève qu'il faut, je pense. Au moins, je fais la relève intellectuelle en parlant des ancêtres et des premiers bijoutiers, dont on ne parle jamais parce que les gens ne savent pas. En fait. Quel serait le mot de la fin, Madame Darcière, du coup? Le mot de la fin, c'est que nous sommes un pays de résistance extrêmement créatif, qu'on a fait de très belles choses, mais il faut pouvoir en parler, il faut le dire tout le temps, il faut le répéter à nos enfants, il faut le dire aux touristes, il faut le dire à la population tchère, parce que la Martinique est véritablement un fleuron dont on ne se rend peut-être pas compte, et il ne faut pas laisser la médiocrité nous envahir, en fait. Il faut faire très attention à ça pour pouvoir respecter les luttes de nos ancêtres. Vous avez tout dit, héritage, résistance, identité, oui. N'est-ce pas? Et les bijoux martiniquais sont bien plus que des parures. Tout à fait. Complètement. Et surtout pas du folklore. Et surtout pas du folklore. Merci Madame Darcière pour cette belle émission. Vraiment, je suis très contente de l'avoir réalisée avec vous. L'une des premières où vous mettez en lumière, n'est-ce pas? Et qu'on est au courant de votre Mais vraiment, descendance. C'était vraiment pas de ma faute, parce que Régine a insisté. Héritage, résistance, identité. Les bijoux martiniquais sont bien plus que des parures, Madame Darcière, n'est-ce pas? Et merci beaucoup d'avoir pris le temps et pris sur vous, parce que je sais combien vous êtes discrète, n'est-ce pas? Mais vous avez parlé de vos ancêtres aujourd'hui et voilà, je pense que ça valait le détour d'en apprendre non seulement sur cette dynastie des Cadet Daniel, mais pas que, apporter aussi ces informations à cette culture hip-hop, rap, caribéenne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Merci à vous. On se retrouve très bientôt, Madame Darcière. Merci, Régine. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Antje PIA, les lieux de mémoire. Elle était bien sûr notre référente, la passeuse de mémoire, Madame Marie-Michel Darcière. On la retrouve très bientôt dans un nouveau sujet. Et pas oublier, Mission Tala, c'est Azot. C'est Zot qui capale.